Le jour où j'ai reçu cet appel, j'ai cru que j'allais tout perdre. En réalité, j'allais tout comprendre. J'étais au sommet de mon art, ou du moins, c'est ce que je me racontais. Mon agence, c'était moi. Chaque contrat, chaque décision créative, chaque embrouille avec un client passait par mon bureau. Je portais mon épuisement comme une médaille, persuadé que mon sacrifice était le prix de l'excellence. J'étais le pilier central, l'architecte, le pompier en chef. Si je m'effondrais, tout s'effondrait. Et cet appel, c'était le début de l'effondrement. Un problème familial grave, à l'autre bout du monde. Pas le genre de choses qu'on règle par visioconférence. Je devais partir. Pas dans une semaine, pas demain. Maintenant. En raccrochant, mon premier réflexe n'a pas été la tristesse ou l'inquiétude pour ma famille. C'était une panique glaciale pour mon business. Comment allait-il survivre sans moi? 6 heures plus tard, j'étais dans un avion, laissant derrière moi une équipe briefée à la va-vite et un mot sur mon bureau: tenez bon. Pendant les 6 mois qui ont suivi, j'étais injoignable, totalement coupé du monde. Et c'est là que l'impensable s'est produit. Mon business ne s'est pas seulement maintenu à flot. Il a explosé. C'est l'histoire de comment ma disparition forcée a donné naissance au modèle du CEO invisible, un système qui a transformé ma prison dorée en une véritable machine autonome. Dans cette vidéo, je vais vous raconter, étape par étape, comment j'ai découvert, par accident, les 7 piliers pour construire un business qui se gère et se vend littéralement tout seul. Restez bien jusqu'au bout, car la dernière étape est celle qui change absolument tout. Chapitre 1, le choc du vide. Les premières semaines ont été un supplice. J'imaginais le chaos, les clients qui partent, les projets qui déraillent, les employés qui paniquent. Chaque jour sans contact était une torture. J'étais le CEO, le chef, le seul à détenir la vision. Mon absence devait forcément créer un vide, un trou noir aspirant tout sur son passage. Mon identité était tellement fusionnée avec mon entreprise que mon absence physique me donnait l'impression d'être un fantôme. Qui étais-je sans mes problèmes à résoudre, sans mes décisions à prendre? Cette distance forcée m'a confronté à la question la plus terrifiante pour un entrepreneur: et si mon entreprise n'avait pas besoin de moi autant que je le croyais? Cette question m'obsédait. Je me sentais inutile, dépouillé de mon rôle. J'avais passé des années à construire cette machine, et maintenant, j'étais à des milliers de kilomètres, incapable de tourner la moindre manivelle. C'était une leçon d'humilité brutale. Le silence radio de mon équipe, que j'interprétais comme le calme avant la tempête, était en fait tout autre chose. Mais ça, je ne le savais pas encore. Chapitre 2, l'illusion du contrôle. Quand j'ai enfin pu reprendre contact, 6 mois plus tard, je m'attendais au pire. J'ai appelé mon bras droit, la gorge nouée. Je m'attendais à des excuses, à des bilans catastrophiques. Sa réponse m'a laissé sans voix. Non seulement tout allait bien, mais le chiffre d'affaires avait augmenté de 30%. 30%. Ils avaient signé 2 des plus gros contrats de l'histoire de la boîte. Sans moi. Ma première réaction a été un mélange de soulagement et de vexation. Comment osaient-ils réussir mieux sans moi? C'est là que j'ai compris ma première erreur fondamentale: je n'étais pas le moteur. J'étais le goulot d'étranglement. Chaque décision que je centralisais, chaque validation que j'exigeais, chaque fois que je disais « Attendez, je dois vérifier », je ne faisais que ralentir la machine. Je pensais contrôler la qualité, mais en réalité, je bridais l'initiative. Mon équipe, composée de gens brillants que j'avais moi-même recrutés, passait son temps à m'attendre. Mon départ forcé les avait libérés. Ils n'avaient plus le choix, ils devaient prendre des décisions. Et ils en ont pris, des excellentes. Le plus grand obstacle à la croissance de mon business, c'était moi. Et ça, c'est une révélation qui fait mal, mais qui est absolument nécessaire. Chapitre 3, la fondation silencieuse. Comment ont-ils fait? Ce n'était pas de la magie. En rentrant et en analysant la situation, j'ai réalisé que, sans le savoir, j'avais posé les fondations d'un système autonome. C'est le 3e pilier. J'étais obsédé par la documentation. Pas pour déléguer, non. À l'époque, c'était par pur égoïsme, je voulais que les choses soient faites, à ma façon,
même si je n'étais pas là pour le dire. J'avais donc créé des procédures opérationnelles standards, des SOP, pour presque tout. Comment intégrer un nouveau client, comment gérer un projet de A à Z, comment répondre à une plainte? Tout était écrit. Je pensais créer un manuel pour mes clones, j'avais en fait créé le code source de l'autonomie. Mon équipe n'a pas eu à réinventer la roue. Quand une situation se présentait, ils n'avaient pas besoin de mon avis, ils avaient besoin du manuel. Ce que j'avais conçu comme un outil de contrôle est devenu leur outil de liberté. Ils ont même amélioré ces process en mon absence, parce qu'ils étaient sur le terrain, confrontés à la réalité. La leçon est simple, ne documentez pas pour contrôler, documentez pour libérer. Chaque processus que vous sortez de votre tête pour le mettre sur papier est une brique de plus dans votre forteresse d'autonomie. Mais attention, avoir des plans ne sert à rien si personne n'est capable de les lire et de les appliquer. Et c'est là qu'intervient le pilier suivant. Chapitre 4, l'armée des généraux. J'ai toujours eu un bon instinct pour recruter. Mais je faisais une erreur classique, je recrutais des soldats, des exécutants brillants. Je leur donnais des ordres, ils les suivaient à la perfection. Mon absence a changé la dynamique. Mes lieutenants ont dû devenir des généraux. Ils n'attendaient plus d'ordres, ils en donnaient. Ils ont dû développer une vision stratégique, gérer des budgets, prendre des risques. Pourquoi ça a marché? Parce que, sans m'en rendre compte, j'avais recruté des gens avec un état d'esprit de propriétaire. Des gens qui se souciaient de l'entreprise comme si c'était la leur. Je ne les avais simplement jamais laissés prendre le volant. Le modèle du CEO invisible ne fonctionne pas avec des mercenaires. Il exige une culture de la responsabilité radicale. Chacun doit être le CEO de son propre poste. Quand je suis revenu, j'ai vu une équipe transformée. Ils ne me demandaient plus « qu'est-ce qu'on fait ?» Ils me disaient « voilà ce qu'on a fait, et voilà ce qu'on va faire ». Le secret n'est pas d'embaucher des gens pour leur donner des réponses, mais d'embaucher des gens capables de trouver les réponses eux-mêmes. L'autonomie ne se décrète pas, elle se cultive en donnant le pouvoir et la confiance à ceux qui le méritent. Mais même avec la meilleure armée, il faut un flux constant de nouvelles recrues, ou dans notre cas, de nouveaux clients. Chapitre 5, la machine à vendre sans vendeur. C'était ma plus grande fierté et ma plus grande angoisse, j'étais le meilleur vendeur de ma boîte. C'est moi qui signais les gros contrats, qui charmais les prospects, qui entretenais le réseau. J'étais persuadé que sans mon charisme, les ventes s'effondreraient. Encore une erreur. Pendant mon absence, l'équipe a dû trouver une solution. Ne pouvant pas me remplacer, ils ont remplacé la méthode. Ils ont systématisé la vente. Ils ont analysé tout ce que je faisais instinctivement et l'ont transformé en un processus reproductible. Ils ont créé des tunnels de vente automatisés, produit du contenu qui répondait aux questions des clients avant même qu'ils les posent, et mis en place un système de qualification des prospects si efficace qu'ils ne parlaient qu'à des clients quasi certains. En somme, ils ont bâti une machine qui générait des opportunités 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. La machine n'était jamais fatiguée, jamais de mauvaise humeur, et elle n'avait pas besoin de moi. Ils ont compris que le business ne devait pas dépendre d'un vendeur star, mais d'un système de vente star. C'est un changement de paradigme total. Votre objectif n'est pas de devenir le meilleur vendeur, mais de construire une machine qui vend mieux que n'importe quel humain. Et le plus fou dans tout ça, c'est ce qui arrive ensuite. Chapitre 6, devenir inutile pour devenir indispensable. À mon retour, j'ai vécu une crise existentielle. La machine tournait à la perfection sans moi. J'étais inutile. Je pouvais passer mes journées sans recevoir un seul mail urgent. Plus personne ne frappait à ma porte pour éteindre un incendie. C'était déstabilisant. J'ai failli replonger, reprendre le contrôle, juste pour me sentir important. Et puis j'ai compris le paradoxe ultime du CEO invisible. En devenant inutile dans les opérations quotidiennes, je devenais enfin indispensable là où personne ne pouvait me remplacer, la vision. Libéré de l'urgence, mon cerveau pouvait enfin se consacrer à l'important. Où sera l'entreprise dans 5 ans? Quelles nouvelles innovations devons-nous explorer? Comment pouvons-nous réinventer notre industrie? Mon rôle n'était plus de pousser la machine, mais de lui indiquer la direction.
Je suis passé de capitaine de pédalo, épuisé à ramer, à capitaine de navire, les yeux fixés sur l'horizon, la barre tenue par un équipage autonome. C'est ça, la vraie liberté de l'entrepreneur. Ce n'est pas de ne rien faire, c'est d'avoir enfin le temps et l'espace mental pour faire ce que vous seul pouvez faire, rêver l'avenir. Et cette transformation a une conséquence finale, la plus spectaculaire de toutes. Chapitre 7. La vente finale, le test ultime. Environ 1 an après mon retour, une offre de rachat est arrivée. Pas une petite offre. Une offre qui change une vie. Au début, j'étais sceptique. Les acheteurs allaient vouloir me garder, me lier avec des clauses sur plusieurs années pour assurer la transition. C'est la norme. Le processus de due diligence, l'audit approfondi de l'entreprise, a commencé. Les experts ont tout épluché, nos finances, nos process, nos contrats, notre équipe. Je me préparais à des semaines d'interrogatoire. Mais les questions les plus importantes ne m'étaient jamais posées. Ils posaient leurs questions à mes directeurs, à mes chefs de projet. Ils étudiaient nos SOP, nos systèmes de vente automatisés. Et puis, le verdict est tombé, et il m'a stupéfié. L'un des auditeurs principaux m'a dit cette phrase que je n'oublierai jamais: ce qui est incroyable avec votre entreprise, c'est qu'elle n'a absolument pas besoin de vous. C'est l'actif le plus précieux que vous ayez construit. Ils n'achetaient pas une entreprise qui dépendait de son fondateur. Ils achetaient une machine. Une machine à générer des profits, parfaitement huilée, documentée, avec une équipe de pilotes de haut vol. La négociation sur ma période de transition a duré 5 minutes. Ils n'en avaient quasiment pas besoin. Mon business s'est vendu tout seul, pour une valeur bien supérieure, précisément parce que j'en étais devenu une option, et non une nécessité. J'avais réussi le test ultime. J'avais construit une entité si autonome qu'elle avait sa propre valeur, complètement décorrélée de ma personne. En conclusion, cette épreuve m'a tout appris. Le but n'est pas de construire un business qui vous rend indispensable, mais de construire un business qui vous rend libre. Cela passe par l'acceptation que vous êtes souvent le principal frein, par la création de systèmes qui vous remplacent, par l'embauche et l'autonomisation de leaders, et par la construction d'une machine à vendre qui ne dort jamais. Le modèle du CEO invisible n'est pas une utopie. C'est le résultat d'un design intentionnel, d'une volonté de construire non pas un emploi pour soi-même, mais un véritable actif. Un actif qui peut prospérer, grandir, et même être vendu, sans que vous ayez à être dans la salle des machines. C'est ça, le but final du jeu. La vraie richesse, ce n'est pas l'argent que l'entreprise génère, c'est le choix qu'elle vous offre. Le choix de rester, le choix de partir, le choix de créer autre chose, en sachant que ce que vous avez bâti continuera de vivre, avec ou sans vous. Abonnez-vous pour des conseils business chaque jour. N'oublie pas de t'abonner.